Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va retourner sur un livre dont vous êtes le héros, un livre dont vous êtes le héros, Donjons et Dragons. C'est parti. Donc voilà, ça fait un moment que je me suis pas risqué à refaire une aventure, mais en vrai j'étais hype d'en recommencer une. Donc c'est parti, Le voleur de Caras. C'est un des premiers livres dont vous êtes le héros qui existe. Donc c'est cool, voilà, un petit retour aux sources et tout. J'espère que l'aventure va bien se passer. Donc on est parti pour cette aventure, j'aurai besoin du coup du livre dont vous êtes le héros, d'un crayon à papier, d'une gomme, et surtout des dés. J'ai ça dans un gobelet en fait, c'est un peu stylé non? J'ai ça, alors attends, j'ai des dés de 30, des dés de 20, des dés de 4, des dés de 8, et j'ai pas de dés de 6. Ah si, au fond là, au fond de la classe. Donc on est parti pour lire les règles et le scénario. One eternity later. Ok, donc j'ai lu ça, et donc dans l'histoire je serai un voleur, enfin un ancien voleur, un voleur à la retraite. Je m'appelle Cédric Boisrenard, donc ça se passe dans une ville qui s'appelle Caras, dans l'univers de Donjons et Dragons. Et en mode le scénario, c'est que je marchais dans la rue, et là je me suis fait accoster par un vieil homme que je connaissais, qui s'appelle Gaspard, que je connaissais parce que je l'avais sauvé parce qu'il avait pas payé ses impôts, enfin un truc dans le genre il y a longtemps. Et donc il me parle de notre ville Caras et de son roi. En gros, le problème avec Caras, c'est que depuis, les rues sont devenues hyper dangereuses. Il y a des arrestations qui se font tout le temps et tout, c'est n'importe quoi. C'est le chaos dans la ville et tout. Parce que le roi est revenu d'une campagne avec une gemme. La gemme d'Ilisti, ça s'appelle. En gros, ça lui permettrait d'avoir des pouvoirs vraiment cool pour dominer et tout. Sauf que ça a une mauvaise influence sur lui. Ne cherchez pas, c'est un plagiat du Seigneur des Anneaux. Bon, voilà. Et aussi le bras droit du roi qui s'appelle Carcheron, c'est clairement Grima Langue de Serpent, je vous l'ai dit, c'est le Seigneur des Anneaux, qui apparemment a une mauvaise influence sur le roi et du coup c'est n'importe quoi, non, la tour de Caras. Et là il me dit que le seul moyen, vous vous en doutez, c'est que moi j'aille chercher la gemme dans la tour et que je rétablisse la paix et il dure beaucoup d'enfants. Maintenant je dois choisir mon équipement. Donc avec mes missions dans le passé, je sais maintenant que je peux emporter 4 équipements sans être pénalisé dans mes mouvements. Donc j'ai épée et fourreau qui comptent pour 2 emplacements, corde et grappin qui comptent pour 2 emplacements, dague, potion d'invisibilité, pierre de résistance magique ou cape de protection. Donc déjà je pense que je vais prendre la corde et le grappin. Ça peut être une bonne idée parce que la tour quoi, pour monter à la tour tout simplement. Et je vais également prendre la dague parce que il me faut une arme tout simplement, je vais pas y aller comme ça. Donc voilà, c'est bon, j'ai choisi mon équipement, je suis parée pour y aller. Et let's go quoi. Vous décidez de tenter l'aventure cette nuit même. Ok, parfait. Vous réfléchissez aux 2 voies d'accès, l'égout ou la muraille. Vous vous estimez également capable de passer par l'une ou l'autre, mais laquelle offre la meilleure garantie de succès? Si vous décidez de passer par l'égout, reportez-vous au paragraphe 78. Si vous optez pour la muraille, reportez-vous au paragraphe 48. Donc moi, vu que j'ai pris la corde et le grappin, c'est bien pour une bonne raison. Donc je vais clairement passer par la muraille. Donc voilà, dans le paragraphe 48, ils me disent que en gros, j'ai choisi d'escalader la muraille. Et que la nuit, une fois le moment de partir, il y a un froid vraiment bizarre dans toute la rue. Et habituellement il y a des tavernes, il y a des auberges comme ça remplies de partout, il y a de l'animation dans les rues, et là il y a personne. Pas un bruit, et il y a un froid anormal pour la saison. Et tout le monde semble avoir décidé de retourner chez soi. Ça me mène au paragraphe 184 où ça me dit: la partie de la muraille que vous cherchiez se dresse enfin devant vous. Avec ses 14 à 15 mètres d'apic, pas étonnant que les gardes la tiennent pour infranchissable. Quelle créature terrestre serait capable d'escalader une paroi aussi abrupte? Moi. Parce que j'ai un grappin. C'est précisément ce sentiment erroné de sécurité que vous entendez d'exploiter pour forcer l'entrée de l'immense château. Rapidement, vous vous préparez. Si vous avez emmené une corde et un grappin, l'escalade ne devrait pas présenter de difficultés majeures. Dans le cas contraire, le défi prend une dimension considérable. Voilà, bon, c'est pour ça que j'ai un grappin. Ok, donc vu que j'ai la corde et le grappin, je peux aller au paragraphe 104. Sinon, ça aurait été vraiment galère. Vous enroulez soigneusement la corde à vos pieds de façon qu'elle se déroule librement au moment du lancer. Vous faites tournoyer le grappin en cercle de plus en plus grand afin de lui donner la force d'impulsion nécessaire, puis vous le laissez filer vers le ciel étoilé. Quelques secondes plus tard, vous percevez un cliquetis au-dessus de vous. Le grappin ne retombe pas. Vous tirez sur la corde qui se tend solidement. Vous avez trouvé une bonne prise du premier coup. Donc là ils me disent qu'en gros je regarde en bas, il n'y a personne qui me voit. Puis j'arrive en haut et je vois la fameuse tour dans laquelle est posée la gemme et je vois une lumière bleue qui s'échappe de la fenêtre. Ça m'indique 2 choses, déjà la lumière bleue c'est la gemme d'Ilisti et ensuite il y a une fenêtre. Du coup je pourrais peut-être entrer par effraction directement en haut de la tour, ça peut être pas mal. Et là j'arrive du coup sur le parapet de la tour. Soudain vous vous arrêtez net. Devant vous, à moins de 4 mètres, se tient une silhouette immobile, perchée comme un vautour à l'endroit précis de votre destination, l'intersection des 2 remparts. Vous pensez d'abord qu'il s'agit d'un garde, puis vous vous détendez en voyant que ce n'est qu'une statue, en vérité fort laide et terrifiante. Un rictus hideux déforme sa face de pierre, des crocs monstrueux saillent de sa gueule béante, des longues et puissantes griffes arment ses pattes, et des ailes semblables à celles des chauves-souris voûtent son dos. Réprimant un frisson, vous vous demandez qui a bien pu sculpter pareille horreur, puis vous reprenez prudemment votre progression en direction du chemin de l'ombre. Lancez un dé et ajoutez le résultat à vos points de déplacement. Si le total est de 4 ou moins, reportez-vous au paragraphe 55. S'il est de 5 ou plus, reportez-vous au paragraphe 130. Donc ça va être mon premier lancer d'aventure. En combat de déplacement, j'ai 3 points.
et je dois faire 5 ou plus. C'est parti. Donc j'ai fait 4, plus mes 3 points de déplacement, ça me fait 7. Je suis content. Donc s'il est de 5 ou plus, reportez-vous au paragraphe 130, c'est ce que je vais faire du coup. Soudain, averti par quelques sixième sens ou un jet de dés réussi, vous vous immobilisez. Quelque chose a bougé devant vous, et cette idée même vous glace le sang car vous êtes seul, la statue exceptée. Bah c'est clairement la statue en fait je pense. Or le phénomène se reproduit et cette fois vous voyez les yeux écarquillés de stupeur, les ailes de pierre de la monstrueuse sculpture se déployer lentement. Sa tête hideuse se tourne vers vous et il vous semble que son rictus s'accentue. Sautant du parapet sur le chemin de ronde, le monstre laisse fuser un sourd ricanement. Vous portez précipitamment la main à votre arme, mais avez-vous emporté une épée ou une dague avec vous? Yes. Si vous n'avez pas d'arme, reportez-vous au paragraphe 81. Si vous avez une épée ou une dague, reportez-vous au paragraphe 56. C'est ce que je vais faire du coup. Vous avez tout juste le temps de dégainer votre arme et de vous fendre en avant au moment où la gargouille se rue vers vous. Votre lame frappe la chair pierreuse du monstre dans un jaillissement d'étincelles, mais la créature ne recule pas pour autant. C'est vous en revanche qui, déséquilibré par la charge, perd des pieds et allez rouler plusieurs mètres en arrière. Votre coup n'a pas causé le moindre mal à la gargouille, mais il est vrai que vous n'avez pas eu l'occasion de donner toute la force voulue à votre attaque. Vous entrevoyez alors une ouverture sous les pattes aux griffes redoutables. Vous vous jetez en avant et vous frappez en espérant que cette fois votre lame pénétrera cette armure de pierre. Lancez 2 dés et additionnez le résultat à vos points de combat. Ajoutez 2 points si vous utilisez une épée. Non. Si le total est de 12 ou plus, reportez-vous au paragraphe 136. S'il est de 11 ou moins, reportez-vous au paragraphe 10. Donc là, il faut que je fasse 12 ou plus avec 2 dés en sachant que mon truc de combat est à 2. Je dois donc faire 10 ou plus avec 2 dés. C'est vraiment pas facile. Let's go! Ici j'ai fait 6 et ici j'ai fait 4. J'ai pile fait 10. Ça, c'est la première aventure dans laquelle j'ai la chance. J'ai l'impression, hein. Au paragraphe 136 du coup, franchement je suis content. La face monstrueuse de la gargouille demeure impavide alors que votre lame lui transperce le flanc. Néanmoins, elle accuse le coup et recule en abaissant ses ailes grotesques. Son ricanement se mue en un gémissement aigu. Fort de votre avantage, vous attaquez de nouveau. La créature est cependant loin d'avoir perdu toute combativité et elle contre-attaque furieusement. Lancez 2 dés et ajoutez le résultat à vos points de combat. Ok, donc là c'est pareil que tout à l'heure, je dois refaire 10 et si c'est de 12 ou plus, je dois aller au paragraphe 26. Parce que j'aurai de la chance 2 fois d'affilée. Eh bien oui! What? Regardez-moi ça! J'ai fait encore 6 et 4. Attends, c'est incroyable, vraiment j'ai de la chance, wesh! Donc du coup je vais aller au paragraphe 26, j'espère que je l'ai buté cette fois. Une fois de plus, votre lame acérée pénètre le flanc pierreux de la gargouille. La créature recule en titubant et finit par s'écrouler à la renverse. Pendant un moment, elle tente vainement de se relever puis s'immobilise après un dernier soubresaut. Quand soudain vous percevez un bruit menaçant. Des pas résonnent lourdement dans la cour en dessous, annonçant l'arrivée de plusieurs hommes d'armes. Vous vous jetez à plat ventre dans l'ombre du parapet, en espérant que le bruit de votre combat contre la gargouille n'aura pas alerté les gardes. À votre grand soulagement, ils poursuivent leur route, s'éloignant du lieu du combat. Apparemment, ce n'était qu'une patrouille de routine. Reportez-vous au paragraphe 197. Vous courez sans bruit sur le chemin de ronde en vous baissant pour ne pas vous faire voir des gardes. Tous vos sens en alerte, vous essayez de repérer tout guetteur avant que ce ne soit lui qui le fasse. Votre course vous conduit à l'ombre d'une haute tour de guet et vous vous arrêtez pour reprendre votre souffle. À quelques centaines de mètres de là, la froide lueur bleue de la tour de Gênes marque le but de votre quête. Déjà, vraiment, un large chemin de ronde, apparemment non gardé, part dans cette direction, mais vous ne pouvez voir s'il mène ou non jusqu'au pied de la tour. Vous vous y engagez. Un haut parapet s'élève de chaque côté et son ombre vous permet de vous faufiler sans éveiller l'attention. Quelques minutes plus tard, vous arrivez au bout du rempart. Malheureusement, vous découvrez que vous êtes toujours à une bonne centaine de mètres de la tour de la Gêne, séparé de votre objectif par une vaste cour s'étendant au pied du rempart que vous venez de suivre. Vous ne voyez pour le moment aucun moyen de descendre jusqu'à cette tour. Reportez-vous au paragraphe 53. Je suis contente de faire cette aventure là, ça m'avait manqué les vous êtes le héros. Vous observez la vaste cour. La tour de la Gêne n'est qu'à une centaine de mètres de vous, mais elle pourrait tout aussi bien se trouver sur une autre planète. Même si vous parveniez à descendre du mur sans encombre, comment escaladeriez-vous la tour? J'ai un gras. Un bruit soudain interrompt vos réflexions. Vous vous retournez à temps pour voir une porte s'ouvrir au pied de la tour d'angle du rempart. Une silhouette vêtue d'une longue robe en émerge et prend la direction du chemin de ronde sur lequel vous vous trouvez. Vous reculez vivement dans l'ombre d'une encoignure du haut parapet. Lorsque la silhouette s'approche, vous reconnaissez le sinistre sorcier du roi, Carcheron, qui est celui du coup qui lui murmurait des choses à l'oreille et tout pour le contrôler un peu. Retenant votre souffle, vous vous pétrifiez alors que le sorcier passe à quelques pas de vous. L'ombre qui vous dissimule est épaisse, mais vous prêtez au personnage des sens très développés. Lancez un dé et ajoutez le chiffre obtenu à vos points de capacité de déplacement. Si le total est de 6 ou plus, reportez-vous au paragraphe 65. S'il est de 5 ou moins, reportez-vous au paragraphe 158. Oh, bah let's go en fait. J'ai fait 3. Ce qui fait qu'avec mes 3 points de déplacement, j'ai fait 6 ou plus. Vraiment, attends, mais juste 2 secondes, j'ai de la chance.
J'ai fait 3 jets de dés, je les ai réussi les 3. Ça m'arrive jamais, hein. Plongé dans ses pensées, le sorcier poursuit son chemin et vous poussez un soupir de soulagement. Sans encore oser bouger, vous le suivez des yeux jusqu'à ce qu'il atteigne la croisée des remparts. Reportez-vous au paragraphe 142. La tour de la gemme se dresse dans le ciel nocturne. Vous trouvez décidément très lugubre cette lueur bleue glacée qui émane de ces étroites fenêtres. Sans pouvoir vous l'expliquer, vous êtes persuadé que cette lumière a une origine magique. Vous reportez votre attention sur Carceron qui a plongé la main dans sa poche pour en retirer ce qui ressemble à un petit cube. Et alors, le mec s'ennuie un peu, c'est lundi soir, il est sur les remparts, il fait du Rubik's Cube, bah voilà quoi. Vous le voyez jeter le cube à terre en marmonnant des paroles inintelligibles. Bon bah il a un peu ragé sur le Rubik's Cube, je sais pas, ça arrive à votre grande stupeur, le petit cube se met à prendre du volume et à se transformer sous vos yeux en une sorte d'embarcation armée de 2 voiles semblables à des ailes de chauve-souris. On n'a pas les mêmes Rubik's Cube, mais... Carceron s'empresse de monter à bord de l'étrange bateau, qui ne peut être, d'après vous, qu'un moyen magique de locomotion. Aussitôt que le sorcier est monté, les ailes se mettent à battre dans un doux froissement, et l'étrange appareil commence à s'élever dans l'air. Comme s'il pilotait un voilier, Carceron empoigne un gouvernail et il met le cap sur la tour de la gemme. Carceron, il y avait un escalier. Vous réalisez aussitôt que l'embarcation va passer au-dessus de vous et vous vous entrevoyez la possibilité d'atteindre votre objectif. Comme la barque passe lentement à 1 mètre à peine de votre silhouette accroupie, vous vous redressez et vous saisissez des 2 mains les longs et étroits patins qui flanquent de chaque côté la quille de la mystérieuse embarcation. Vous sentez vos pieds quitter le sol et vous vous attendez à ce que la barque s'écrase au sol en raison de votre poids. Mais elle n'accuse même pas la moindre secousse. Accroché au patin, vous surmontez une sensation passagère de nausée, tandis que vous passez au-dessus du parapet et voguez vers la tour, les pavés de la cour luisant dans la pénombre près de 15 mètres plus bas. Ah ouais, là, vraiment, faut pas se louper. Vous entendez le sorcier entonner une incantation probablement destinée à maintenir l'engin en l'air. Ok, genre, faut pas que le mec éternue. La distance est si vite parcourue que vos bras n'ont pas le temps de se fatiguer. Carceron dirige la barque volante au-dessus du parapet crénelé qui ceint le sommet de la tour, puis il la fait se poser doucement sur la terrasse. Vous soutenez votre souffle tandis que le sorcier descend de la barque et s'arrête, comme s'il cherchait à surprendre quelques guetteurs indiscrets. Lancez un dé et ajoutez le chiffre obtenu à vos points de déplacement. Si le total est de 5 ou moins, reportez-vous au paragraphe 115. S'il est de 6 ou plus, reportez-vous au paragraphe 15. Donc comme tout à l'heure, du coup, je dois faire 6 ou plus avec un dé. Oh, on dirait bien que la chance me sourit. Et parce que je devais faire 6 ou plus avec mes points de déplacement qui étaient déjà de 3. Donc franchement, attendez, c'est incroyable. C'est la première fois que j'ai de la chance, je suis trop content. Du coup, je vais aller au paragraphe 15. Pendant un moment, vous êtes sur le point de céder à la panique, tandis que vous êtes persuadé que Carceron a décelé votre présence. Mais le sorcier ne s'attarde pas sur la terrasse. Il se dirige vers une trappe, et quand il en soulève l'abattant, une lueur bleue se répand de la pièce en dessous. De votre cachette, vous voyez Carceron descendre un escalier qui s'enfonce dans la tour. Vous pourriez l'attaquer par surprise avant qu'il puisse vous jeter l'un de ses sorts mortels. Après tout, vous avez également pour mission de libérer le roi de l'emprise maléfique du sorcier. Mais les pouvoirs magiques de Carceron sont légendaires, et vous hésitez à en faire l'expérience. Si vous décidez d'attaquer par surprise le magicien, reportez-vous au paragraphe 123. Si vous préférez attendre la suite des événements, reportez-vous au paragraphe 58. Donc là, il y a clairement une décision à faire. Je pense que dans la vie, il faut saisir des opportunités. Et je pense que je vais donc attaquer Carceron au paragraphe 123. Aussi bien je vais me faire défoncer, mais bon voilà, on aura saisi des opportunités. Sortant de votre cachette sous l'embarcation volante, vous dégainez votre épée, alors c'est vraiment une bague, et vous vous élancez derrière Carceron qui vient de s'engager dans l'escalier. Votre furieux élan vous projette sur le sorcier et vous dégringolez tous deux dans la pièce en dessous. Glissant sur le sol, qui remarquez-vous est recouvert de glace, vous vous efforcez de vous relever le plus vite possible et de porter un coup d'épée au sorcier. Mais au même instant, ce dernier entonne une incantation qui n'augure rien de bon pour vous. Lancez 2 dés et ajoutez le chiffre obtenu à vos points de combat. Si le total est de 9 ou moins, reportez-vous au paragraphe 70. S'il est de 10 ou plus, reportez-vous au paragraphe 34. Donc en combat, j'ai 2. Et avec 2 dés, il faut que je fasse du coup 8 ou plus. Bah let's go. Ici, j'ai fait 6. Et ici, j'ai fait 3. Ça fait 6, 7, 8, 9. Plus mes 2 points de combat, ça fait 11. C'est parfait, c'est incroyable. Je pense pas que j'ai tué Carceron, mais en tout cas, je me suis pas fait défoncer quoi. Allez, 34. Votre lame atteint à la poitrine le diabolique sorcier. Or, bien qu'il ne porte apparemment pas d'armure, la pointe de votre arme dévie sur lui comme sur une cotte de maille. Néanmoins, la force de votre coup semble avoir ébranlé le sorcier, qui secoue la tête abasourdi. Le sort qu'il s'apprêtait à vous lancer ne vous menace plus pour l'instant. Profitant de votre avantage, vous attaquez de nouveau. Toutefois, Carceron se remet rapidement et commence à prononcer un autre sort. Pourrez-vous l'arrêter? Lancez 2 dés et additionnez le résultat à vos points de combat. Si le total est de 8 ou moins, reportez-vous au paragraphe 82. S'il est de 9 ou plus, reportez-vous au paragraphe 176. Donc là c'est pareil qu'à l'instant, sauf que je dois faire 9 ou plus, non pas 10 ou plus. 6, 7, 8, plus mes 2 points de combat, c'est incroyable. Vraiment ça fait 10, je suis trop content. Attendez mais quoi? Juste, j'ai de la chance.
C'est incroyable. Et ben du coup, je vais aller au paragraphe 176. Oh, s'il te plaît, je dois pas refaire une troisième fois ça. Parce que j'ai de la chance, mais bon, faut pas abuser quoi. Cette fois, vous réussissez à porter un coup mortel à Carcheron. Titubant en arrière, le sorcier s'affale lourdement contre le piédestal sur lequel repose la gemme d'Ilisti. La grosse pierre bleue brille d'un éclat surnaturel. Dans un ultime effort, Carcheron se redresse légèrement et s'empare de la gemme. Plongeant son regard qui se voile insensiblement dans les profondeurs infinies de la pierre, il finit par s'affaisser en la serrant contre sa poitrine ensanglantée. Au moment même où le sorcier rend son dernier souffle, la gemme perd son étrange éclat. Attendez, quoi? Ça veut dire que j'ai gagné? Vous héritez d'une magnifique et énorme pierre précieuse, libérée du pouvoir maléfique qu'elle avait pris sous l'influence diabolique de Carcheron. La pièce où le froid et le givre régnaient quand vous y êtes entré a déjà commencé à se réchauffer, et de l'eau ruisselle à travers une trappe identique à celle de la terrasse. Vous n'avez aucune envie de vous risquer aux commandes de la barque volante. Aussi décidez-vous d'utiliser cette issue pour quitter la tour. Vous vous arrêtez seulement pour prendre la gemme des mains raidies du sorcier. La trappe s'ouvre sur un escalier tournant. Au bas des marches, une torche enflammée accrochée au mur éclaire l'entrée d'une longue galerie. Vous passez le restant de la nuit à errer à travers un labyrinthe de couloirs. Au matin, vous parvenez enfin devant une bouche d'égout à l'extérieur du château. Alors que vous traversez la cité pour regagner votre chaumière, vous entendez un peu partout des cris d'allégresse. Une joyeuse agitation semble s'être emparée de Caras. Le roi a vidé les cachots, les prisonniers sont libérés, crient certains autour de vous. Une fête est proclamée, annoncent d'autres. Dans l'enthousiasme général, vous remarquez que les nuages qui assombrissaient le ciel de Caras ont disparu, tout comme la lueur bleue de la gemme d'Ilisti, dissimulée sous votre cape. Et vous êtes le seul à savoir pourquoi. Fin. Oh mon dieu! Les gars, on a terminé le livre de Mozart le héros. Je pensais que ça allait me prendre des épisodes et des épisodes. Regardez, il y a même marqué niveau avancé. Et là, il y a marqué fin. Alors que ça fait quoi, 1 heure que je tourne? Yes! Waouh! Incroyable. C'était trop bien.